Son visage dans les sables du désert notamment vous a certainement marqué, son style aussi. Marine Jacquemin était l'une des journalistes de télévision les plus identifiables. Je dis a été parce qu'elle a quitté TF1 il y a déjà quelques années. Une femme envoyée aux avant-postes dans les zones de guerre, mais aussi dans un monde d'hommes. Et ça, ce n'est pas la moindre des choses. Dans un monde où elle ne s'est pas non plus résignée à regarder les horreurs et à les recenser, mais aussi à agir comme elle le fit il y a 20 ans en créant un hôpital pour enfants à Kaboul, dont elle va aussi nous parler, outre l'actualité, puisque vous avez vu que le dénominateur commun de cette journée, après François Lecointre, général, eh bien on parle de Méguerre de Marine Jacquemin, et le possessif n'est pas neutre, ce sont les siennes, ce sont ses confidences d'un grand reporter, donc pas exposé comme un militaire, mais exposé d'une autre manière. Bonjour Marine Jacquemin. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on a envie de vous entendre sur quantité de conflits aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le monde se répète inlassablement et qu'on a toujours les mêmes images abominables et aussi la même impuissance que cela suscite. Ma première question, c'est sur justement ce sujet de l'impuissance. Quand on est face à des choses abominables, qu'on regarde, qu'on est obligé de les dire et que cela entretient aussi la peur des populations auxquelles on transmet ces images, dans quel état ressort-on ? Est-ce qu'il y a un stress post-traumatique, Marine Jacquemin, de l'information ? Bah oui, et puis parce que contrairement aux militaires, j'étais ravie de croiser le général Lecointre parce que c'est l'un des militaires qui m'a le plus marqué. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand il était le chef des armées, et cet homme est d'une humanité incroyable. Et je, vous Dans un lui monde inhumain. Dans un monde immuable, vous lui posiez la question, c'est vrai que sa manière d'être, il aurait pu être prêtre. C'est incroyable de parler de la guerre comme il en parle. Et je lui ai posé la question tout à l'heure, parce que j'ai vu tellement de guerres absurdes, et il m'a dit: «Certaines s'imposent». Il a raison. Moi, j'en ai vu beaucoup des guerres absurdes, on va en reparler. Alors, comment est-ce qu'on rentre de ces horreurs? Heu, c'est difficile, hein. Moi, j'ai toujours besoin, à chaque fois, enfin, j'ai toujours eu besoin parce que ça fait plus d'1 an que je ne suis plus sur le terrain. J'ai toujours eu besoin de sas de sortie. C'est-à-dire, je sais pas, après le Rwanda, après, le Liban, après, enfin, la Tchétchénie, c'était vraiment très, très difficile de rentrer, et on n'est pas comme les militaires. Nous ne sommes pas accueillis par des psys, qui vont décoder avec nous ce que nous avons vu, ce que notre mémoire a gardé de ces horreurs, et c'est là où est la grande différence. Alors, à présent, je crois que les plus jeunes rencontrent des psys, et c'est essentiel. Pourquoi vous êtes-vous engagée dans cette vie-là, Marine Alors, Jacquemin, au départ ? bah, vous savez, moi, je me suis engagée pour me sauver moi-même. C'est-à-dire que je vivais avec l'homme de ma vie, je voulais avoir 5 enfants, faire des gâteaux, des confitures, et bah, la vie en a décidé autrement. Voilà, j'étais une mère en deuil permanente parce que j'étais enceinte et je perdais, voilà, ça s'appelait pas à l'époque, et aujourd'hui, ça s'appelle de l'endométriose, et puis j'ai fini par ne plus avoir d'ovocytes, voilà, à 35 ans, c'était plié, je ne serai pas mère, alors que c'était mon désir le plus profond. Et pourquoi j'ai décidé, de m'engager? Non pas, j'ai pas du tout décidé de m'engager, dans les guerres, c'est que, au lieu de faire chier quoi, pardonnez-moi l'expression, de faire des dépressions nerveuses, de tentatives de suicide, je me suis dit: «Bah, je vais aller voir les femmes dans le monde, bah, qui ont beaucoup plus de douleur que moi, et qui ne pourront jamais s'en sortir, et peut-être que» je rêvais, hein, «peut-être que je vais les aider, que en leur tendant mon micro», et puis de fil en aiguille est arrivée la première guerre du Golfe, et à partir de là, déjà j'avais subi, j'étais partie, mon mari, si je puis dire, Roch Pescadère, il était parti au Liban, il n'en pouvait plus de ces fausses couches à répétition, et un matin, il m'a dit: «Je pars pour 1 an au Liban», parce qu'il avait besoin de Mmh. respirer. Je l'ai retrouvé là-bas, et moi-même, j'ai été reporter sur le terrain, au Liban, et mon premier reportage, voilà, mon équipe a été, tuée, par un tir de Bitchar, mmh, Et ça, sous mes yeux. Eh bien ça, alors ça a décidé de toute ma vie, parce que figurez-vous que le soir même, quand je suis rentrée, évidemment, Roch m'a foutu une baffe en me disant: «Mais enfin, tu imagines que j'aurais pu te renvoyer à tes parents, dans une petite boîte en bois?»
Et comment as-tu pu faire ça? Et il est parti dans une fête parce qu'il avait des copains là-bas. Il y avait une grande fête ce soir-là. Et donc je le rejoins et évidemment, je suis très touchée, bousculée par ce que j'ai vu le matin, 3 hommes se faire tuer sous mes yeux. Et il y a une jeune femme qui nous recevait, qui vient vers moi et qui me dit: «Écoute, si tu fais cette gueule-là toute la soirée, c'est pas la peine de rester, hein. Nous, tu vois, ici, on sombre en riant». On sombre en riant. On sombre en riant. Et c'est là où j'ai compris que, évidemment, dans toutes ces guerres, il y a besoin de folie, il y a besoin de s'échapper de tout ça. Et cette jeune femme qui s'appelle Amal et qui avait vu quelque temps auparavant son fiancé être décapité, pareil, par un tir. Et donc, je me suis dit, mais comment c'est possible à 4 heures de Paris, une vie pareille? Et j'ai été aimantée. J'ai été aimantée et je suis rentrée dans ce grand théâtre, le plus grand théâtre du monde qu'est la guerre, où on rencontre, beaucoup, de héros ordinaires qui subissent. Il y a une accoutumance, c'est-à-dire qu'on a envie d'y retourner. Oui, oui, on a envie d'y retourner parce que quand on revient, dans nos pays où on est, finalement, assez gâtés, enfin, en ce qui me concernait. Et je sais pour avoir, travaillé, beaucoup en France avant d'avoir été, un reporter, en France, dans les banlieues. Enfin, je sais ce que c'est aussi la misère, dans nos pays. Mais quand même là-bas, il y a rien, quoi. On se rend pas compte quand on est ici, et alors les gens qui sont en train de lire, mes amis par exemple, qui lisent ce livre, me disent: «Mais j'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais». C'est vrai qu'on voit la guerre tous les jours et qu'elle nous est presque, on se dit: «Bon, allez, une guerre de plus, une guerre de moins». Mais derrière une guerre de plus, de moins, derrière des chiffres, il y a des êtres humains. Et moi, j'ai voulu écrire ce livre précisément, pour faire revivre tous ceux que j'ai croisés. Parce qu'un reportage, c'est éphémère. Bon, voilà, 1 minute 30 entre la soupe et le dessert. Mais les gens qui sont sur le terrain, j'ai voulu faire remonter mon traducteur qui a été pendu par les talibans. J'ai voulu faire remonter cette petite sœur Bernadette qui était dans un camp de réfugiés Tutsi et qui était elle-même Tutsi et qui savait qu'elle allait mourir. J'ai voulu. C'est un hommage. C'est un hommage à tous ces gens que j'ai croisés, qui sont morts, et même un hommage à mon grand ami Patrick Bourrat, qui a été tué au Koweït, et Accidentellement. accidentellement, à Ivan Scopan, qui a été tué lors d'un putsch à Moscou, justement, avec Patrick, qui s'en était jamais remis, à Mary Colvin, qui était une de mes meilleures amies de terrain, qui a été carrément assassinée par le régime syrien. C'est tout ça que j'ai voulu dire, et j'ai fait remonter que la vérité, et c'est ma vérité, c'est celle que j'ai vécue sur le terrain. Marine Jacquemin, la guerre à Gaza était au cœur des différents prix Pulitzer attribués hier, ces récompenses annuelles de la presse et de la littérature américaine qui décernent notamment une mention spéciale pour les journalistes couvrant le conflit entre Israël et le Hamas. Le New York Times a remporté un prix Pulitzer du journalisme international pour sa couverture vaste et révélatrice de l'attaque létale du Hamas dans le sud d'Israël. C'était le 7 octobre, une région que vous connaissez bien, Oui. Gaza que vous connaissez bien. Là, on se dit, dans quel monde vit-on? Où allons-nous? Comment mettez-vous cela en perspective par rapport à l'époque que vous avez connue, Marine Jacquemin? Bien sûr, parce que déjà ce conflit, il faut le rappeler, hein, il date de 1947. Alors je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait plus de 75 ans. C'est quand même incroyable. Et alors, je vais vous parler du retour d'Arafat à Gaza. Je sortais du génocide du Rwanda, et la veille, Catherine Gentil, qui était la spécialiste de la Palestine et d'Israël, était partie me remplacer. Et j'ai dû aller accueillir Arafat. Et la population palestinienne était en liesse, les Israéliens aussi. Je parle de la population israélienne. Malheureusement, Yitzhak Rabin n'était plus là. Cet homme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était un homme qui disait nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol, sur la même terre. Et cet homme a été assassiné par un extrémiste religieux. Mais 96. mais quelle tristesse, mais quelle tristesse. Et c'est là où les extrêmes, moi j'ai vu beaucoup les extrêmes, enfin on en parlera un peu plus tard,
Mais quand j'ai vu Arafat rentrer, j'avais confiance. J'avais confiance. Ils étaient allés, ils avaient signé avec des stylos et pas avec des armes, les accords d'Oslo avec Clinton. Et quand je l'ai vu rentrer, bon, des années plus tard, je me suis dit, bon, il y a peut-être une chance de faire la paix. Et malheureusement, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Et Hmm. il y a eu une espèce de déception. Et là, je me suis dit, c'est fini, on est parti encore pour des années. Et le pire est arrivé. Et, euh, et Si moi, vous pensez, Marine Jacquemin, je disais 96, en fait, c'est oui, 95, hein, son oui, assassinat, oui, mais que depuis cette période-là, les, hum, on est depuis la mort de Yitzhak Rabin, ça sert de marqueur pour oui. dire qu'en fait, l'histoire, là, pour le coup, est figée. Pour moi, oui. Pour moi, oui, mais je ne suis pas encore, je ne suis pas du tout éditorialiste politique, je ne fais pas de géopolitique. Moi, je vais sur le terrain, je tends mon micro. J'ai pas plus de prétention. Mais pour moi, puisqu'il s'agit de mon livre et je parle de ma vérité à moi, oui, parce que je n'ai jamais pu rencontrer, plus jamais rencontrer quelqu'un qui veuille à ce point-là faire la paix et qui en avait les moyens. Et qui en avait les moyens. Et tout était réuni pour que cette paix-là arrive. Et regardez, le pire est arrivé. Le pire est arrivé, une fois de plus, à cause des extrêmes aussi, d'un côté comme de l'autre. Moi, ce que je veux dire, dans ce que j'ai vécu dans le conflit israélo-palestinien, c'est que moi, j'ai des amis des deux côtés. Moi, je suis quelqu'un de neutre. Je ne juge pas. J'ai des amis des deux côtés. Et ce que je peux vous dire, j'ai encore eu une amie israélienne hier soir, c'est que une grande partie de la population n'est pas pour ce que fait actuellement l'armée israélienne, surtout à la direction avec Netanyahou. D'un autre côté, vous avez les Palestiniens qui ne sont pas la grande majorité de mes amis palestiniens sont absolument contre le Hamas. Mais quand vous êtes coincé dans une terre comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vais vous parler des deux côtés. Il y a les Milouïnes, qui sont cette jeune armée qui doit agir à un moment donné. Ils sont, je sais pas, médecins, ils sont fleuristes, ils sont boulangers, et ils vont à la guerre. Et certains vont perdre la vie. Et de l'autre côté, vous avez une grande partie des jeunes Palestiniens qui ont fait des études, mais qui ne trouvent pas de boulot. Il y a plus de 50% de chômage à Gaza. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les extrêmes les engagent, mais même les forces, ou leur font miroiter des vierges, etc. Et on arrive au 7 octobre, et on arrive à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Moi, ça me déchire de voir ces deux populations qui auraient pu s'unir pour faire de ce grand territoire, je ne vais pas dire un paradis, je rêve, mais autre chose que c'est pas possible. On peut pas commettre des atrocités comme ça d'un côté comme de l'autre. Vous dites, Marine Jacquemin, en parlant de la jeunesse ici même, hein, de ne pas perdre son temps dans des combats inutiles. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les pays, ce qui se passe en ce moment à Gaza est vécu d'une certaine manière par les jeunes qui croient s'engager et je les respecte, tous ces jeunes. J'ai envie simplement de leur dire, d'un côté comme de l'autre, arrêtez de faire ce que les plus vieux ont fait. Arrêtez cette guerre, essayez de vous parler, essayez, quand je vois les jeunes, je les regarde parce que j'habite à côté de Sciences Po, ça me fait de la peine, j'ai envie de leur dire, bien sûr, je vous respecte et je comprends ce que vous voulez dire, mais allez à l'école, apprenez. Les jeunes Gazaouis aujourd'hui, ou les jeunes Palestiniens, ou les jeunes Israéliens, ils ont envie de vous dire, étudiez, et pour nous faire du bien, engagez-vous dans d'autres choses que des slogans inutiles qui datent de Mathusalem. Il y a des slogans, je les vois, ces petits jeunes, ils me bouleversent. Ils répètent ce que les anciens disaient. Et Vous avez l'impression que l'histoire se répète là aussi, oui, l'histoire se sans répète. discernement. Et c'est dommage, c'est dommage. Quand on feuillette votre livre Méguerre à Marine Oui. Jacquemin, il y a un cahier photo impressionnant Oui, de toutes les personnes que vous avez croisées, anonymes ou célèbres, dans des conditions extrêmement diverses. On Oui. vous voit en particulier au cours de la famine au Soudan, on vous voit sur un fleuve africain, etc. Et on se dit, mais en fait, c'est un journaliste, mais c'est aussi une personne qui fait quasiment de l'humanitaire. Alors oui, certains journalistes, et
particulièrement les hommes, me traitaient, quand je faisais de l'humanitaire, enfin j'étais Mère Teresa, quoi, et on se moquait de moi, mais moi je Mais voulais. pourquoi? Parce que, la déontologie journalistique fait qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir d'empathie. Il faut rester très neutre, et moi je suis restée, très neutre pendant des années. Mais au fur et à mesure, que je voyais ces gens, je leur tendais mon micro et je les voyais mourants, ou je les voyais en détresse, ou et ils me disaient: «Mais vous pouvez faire quelque chose». Mais non, je ne pouvais rien faire, et et à un moment donné, j'ai voulu adopter un enfant qui a sauté sur une mine, et ce que je vous disais aussi, mon traducteur, qui a été pendu par les talibans, et je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je fasse quelque chose», et un jour, j'appelle ça mes étoiles, Muriel Robin est arrivée dans ma vie et m'a dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en Afghanistan pour sauver ces gens?» Et je lui ai dit tout de suite: «Un hôpital». Pourquoi? Parce que mon traducteur était médecin, était chirurgien, et il m'avait emmenée face à un hôpital en ruine, et voilà, et l'histoire a commencé, et vous c'est sur ce terrain-là que vous voulez m'emmener? Oui, Le cet terrain hôpital, alors qu'est-il devenu aujourd'hui? l'hôpital, franchement, ça a été formidable parce qu'il y a tellement de gens, qui m'ont aidé à faire ça. Ça a commencé par Muriel, ensuite mon patron Bouygues qui m'a dit: «Ben, je vais vous le construire votre hôpital», et qui a commencé à me donner, alors qu'il n'avait aucun intérêt, hein. Il n'a jamais rien construit en Afghanistan, je le dis tout de suite, hein. C'est pas, Bouygues, la société, c'est Martin Bouygues qui s'est vraiment engagé dans cette construction, madame Chirac, enfin, et puis tous ces gens incroyables, et les gosses qui cassaient leurs tirelires, les personnes âgées qui me donnaient un bout de leur retraite. Non, mais c'était incroyable, on pourrait pas faire ça aujourd'hui parce que les temps ont changé, c'est plus du tout la même chose. Et si vous voulez que je vous donne des nouvelles de mon hôpital, enfin de mon hôpital, de notre hôpital, hein, bon, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre pour mon bébé et c'est pas vrai du tout parce qu'il y a tellement de gens, et les gens de la chaîne de l'espoir qui s'engagent, les médecins encore cette semaine, Julien Gaher qui est un de mes amis anglais, qui est arrivé avec une équipe complète pour opérer à cœur ouvert pendant une semaine. Les talibans qui sont entrés l'autre jour dans l'hôpital et qui voulaient, se l'accaparer d'une certaine manière. Et Sonia Cotin, qui est une jeune femme qui dirigeait parce qu'elle vient de partir, mais qui dirigeait cet hôpital, leur a fait comprendre que si les femmes partaient, s'ils s'engageaient, c'était une mauvaise route pour eux. Ils en ont été très conscients, et ils ont... vous regardez l'heure? Non, non, pas du tout, on a J'ai le temps. j'ai trop parlé. Non, mais absolument pas, Marine Donc, Jacquemin. moi, Non, mais ce que je me posais comme question, c'est les femmes. Est-ce que vous, en tant que femme et représentante de cet hôpital, vous allez aujourd'hui en Afghanistan, vous pouvez bien sûr qu'on aujourd'hui peut aller en défendre le sort Afghanistan. de cet hôpital qui aujourd'hui est Mais protégé, c'est pas moi qui défends le sort de cet hôpital, c'est vraiment les gens qui sont à mais l'intérieur. est-ce qu'il est mis en péril aujourd'hui cet hôpital? Alors, on aurait pu le penser, mais je pense qu'aujourd'hui, les talibans ont eu un regard sur cet hôpital, autrement. On peut arriver à leur faire comprendre, mais peut-être pas avec les armes, et c'est là où les femmes sont plus fortes que les autres. Par exemple, j'ai une amie, Hamida Aman, c'est formidable. Les femmes aujourd'hui sont totalement sous un voile noir avec ce régime. Et elle a persuadé les talibans de monter une radio qui s'appelle Radio Begum, et maintenant une télévision, la télévision Begum. Et bien sûr, elle n'est autorisée qu'à faire parler les femmes de leur vie, de la couture, de la cuisine, des enfants, etc. Mais c'est déjà une voix. C'est déjà une voix. Il y a des jeunes femmes, comme je l'étais à l'époque, je ne sais pas, je vais vous parler de Solène Chalvron, qui font des documentaires, qui continuent. Et moi, je pense beaucoup à parler des femmes, des Afghanes, des Iraniennes. Et tant qu'on aura cette possibilité-là de donner la parole aux femmes, je pense qu'un jour, elles prendront le pouvoir, et je l'espère. Le paradoxe, Marine Jacquemin, c'est que vous avez dit tout à l'heure que vous auriez aimé consacrer votre vie à faire des confitures, notamment. Non, mais je rigole, c'est une image symbolique de la femme. Mes copines féministes. Ça vous aurait convenu? Non, pas complètement. C'est une image de la mère avec ses enfants. Et comme je vous dis, mes copines féministes, elles me diraient: mais enfin, Marine, tu peux pas dire des choses comme ça. Non, bien sûr que disons que je n'avais pas cette ambition de faire le métier que j'ai fait, quoi, pendant plus de 35 ans.
Les guerres, est-ce que ce sont des guerres aussi qui s'invitent dans notre société? Il y en a des guerres Mm. en France. Mm. Et on se dit que, vu la segmentation des territoires et certains faits divers, on se dit que peut-être que c'est là que ça se passe maintenant. Marine Euh, Jacquemin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que je n'ai plus l'habitude. J'ai eu l'habitude d'aller vous parler des guerres, la banlieue, etc. Qu'on me parle. Bon, moi aussi. Bon, 500 000 personnes vivent en France directement du trafic de drogue. oui, En, c'est ça. en emploi direct. Hein. Ça, c'est une folie absolue. Ça, c'est une folie. Je connais pas bien ce domaine-là, mais Il y a une forme de guerre. on n'arrive pas à réaliser ça. On n'arrive pas à réaliser ça. Comment c'est arrivé? Comment? Et c'est pas. On parle de la France, Mhm. mais c'est dans le monde entier parce que au Pakistan ou même en Afghanistan, où beaucoup se sont servis de l'Afghanistan pour le trafic de drogue. Aujourd'hui, avec les talibans, ça, c'est au moins un point positif. A priori, c'est terminé. Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas. Nos sociétés sont très fracturées aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'elles sont fracturées. Et on voit justement, vous avez dit tout à l'heure, avec les étudiants qui prennent fait et cause pour la Palestine, il y a une manière aujourd'hui d'exister à travers des combats lointains aussi, des causes. Oui, oui, oui. C'est pas très nouveau, hein. Il y avait aussi Che Guevara, tout Bien ça. sûr, On a eu aussi par le passé bien ce genre de choses. sûr. Et je crois qu'il faut se réinventer. Je crois qu'il faut réinventer ces combats-là. Alors, je n'ai pas la solution. Mais quand je les entendais et quand je les voyais, ces jeunes, j'ai envie d'aller leur parler, j'ai envie de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'ils attendent de cet engagement. Je vais, grâce à ce livre, ce qui est très sympathique, j'ai fait une signature l'autre jour, et il y avait des gosses de 17 ans avec leur grand-mère. Et donc, ça veut dire que c'est un livre de transmission. Et surtout, j'espère viser un public très jeune. Et on m'a déjà demandé d'aller dans différentes écoles, expliquer ce que j'ai vu et essayer de dialoguer avec ces jeunes. Ils ont envie d'entendre une parole justement de quelqu'un de terrain. Et j'espère le faire. Et on m'a demandé de faire des conférences aussi pour des grandes entreprises. Tout ça, c'est pour moi extrêmement positif. Je me dis que je n'ai pas écrit ce livre pour rien. Parce qu'il suscite déjà des vocations. Voilà. Enfin, Eh bien, ça sera le mot, peut-être, qui est le trait d'union d'ailleurs de notre matinée ce matin. Donc, particulièrement en ce 7 mai. Merci beaucoup, Marine Jacquemin. Merci à vous. Autour de ces confidences d'un grand reporter aux éditions de l'Observatoire, et ça s'appelle sobrement Mes guerres. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.